Chères lectrices et lecteurs du Petit Journal, bonjour. Bonjour Guillaume. Alors nous sommes aujourd'hui à l'ambassade de France à Hanoï en compagnie de Patricia Miralles, secrétaire d'État en charge des anciens combattants et de la mémoire, et d'Olivier Brochet, ambassadeur de France au Vietnam. Alors Madame la Ministre, bonjour. Bonjour. Et merci tout d'abord de nous consacrer un peu de votre temps. Alors vous êtes ici à Hanoï pour une raison bien particulière. Le Vietnam célèbre cette année le 70e anniversaire de la bataille de Dien Bien Phu, la victoire qui a ébranlé le monde entier, dit-on ici. Et alors, de même que le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, vous êtes convié aux commémorations qui se tiendront donc le mardi 7 mai à Dien Bien Phu même. Alors c'est une première. C'est une première car c'est la première fois que la République socialiste du Vietnam invite un membre du gouvernement français, des membres du gouvernement français, à ces commémorations. Un geste fort, bien sûr. Comment l'interprétez-vous? D'abord, rappeler qu'en 1993, François Mitterrand était venu mais en visite privée. Et puis, Édouard Philippe, qui était Premier ministre, est venu aussi en 2018. J'ai reçu mon homologue en décembre et nous avions convenu que si je recevais une invitation, eh bien, nous viendrions pour honorer aussi nos anciens et tous ceux qui ne sont pas revenus de cette bataille de Dien Bien Phu. Et donc nous avons reçu cette invitation et avec le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, nous avons convenu qu'il était important que nous puissions répondre favorablement à cette invitation parce que c'était un rapprochement aussi entre nos deux pays sur cette mémoire douloureuse, mais qui doit être mieux connue en France. Et donc c'est un marqueur fort, je dirais, de ces deux pays qui, malgré cette histoire douloureuse, finalement se rapprochent. D'accord. Alors, monsieur l'ambassadeur, vous avez déclaré, je crois, à nos collègues de la Voix du Vietnam, je vous cite, nous montrons pas simplement aux Vietnamiens et aux Français, mais au monde entier notre capacité à regarder le passé ensemble et à le prendre comme il est, à en reconnaître toute la complexité et le caractère tragique, mais à montrer aussi qu'aujourd'hui, 70 ans après, nos deux pays sont des pays amis, qui se retrouvent ensemble sur un ancien champ de bataille pour construire l'avenir. Je ne peux que rejoindre évidemment ce qu'a dit Madame Miralles sur le sens que nous donnons à cette invitation du Vietnam et vraiment à l'importance d'être dans ces commémorations, puisque c'est tous les 10 ans que les commémorations prennent une dimension très particulière. Mais oui, je crois qu'effectivement nos deux pays ont à l'esprit que ce n'est pas simplement un rapprochement entre nous qui nous permet de regarder encore plus le présent et l'avenir dans notre relation, mais qui est effectivement dans un moment particulièrement difficile dans les relations internationales, envoie au monde peut-être un petit signal positif, en tout cas, que nos deux pays qui se sont affrontés sont capables de regarder leur passé de façon commune. Et de se projeter vers l'avenir. Voilà. Et aujourd'hui, je ne suis pas venue toute seule, je suis venue aussi avec 3 anciens combattants. Je vous donnerai, si vous le souhaitez, leur biographie. Très volontiers. Il y a André Meyer, qui était lieutenant à l'époque au 3e bataillon des parachutistes coloniaux, et puis après au 5e bataillon parachutiste vietnamien. Vous avez William Chilardi, mais qui vient très souvent, puisque je crois qu'il était là il y a encore 15 jours, qui était lui du 8e bataillon parachutiste coloniaux, et après qui a été le 8e choc. Ils sont arrivés tous les deux en début 52, et ils ont même été pris prisonniers, ils ont fait la marche, ils en sont revenus. Oui. Et puis il y a le colonel Jean-Yves Guinard, qui lui a fait toute une carrière militaire, puisqu'il est arrivé en 40, enfin, il a été militaire en 49, il s'est arrêté en 87. Il faisait partie lui aussi du 8e bataillon coloniaux. Et ce que je sais, de ce que j'apprends des anciens d'Indochine, c'est qu'ils disent qu'ils ont continué d'autres guerres et que celle-ci, elle a été un peu occultée. Oui. Et qu'il faut se saisir, il faut se saisir de ces moments des 70 ans pour raconter ce qui s'est passé
expliquer comment les choses ont été opérées, quelles décisions il y a eu, et parfois, eh bien, quand il y a une défaite, il faut savoir le dire, et pour autant, il faut continuer à honorer tous ceux qui sont restés ici, et tous ceux qui ont disparu, parce que ce sont aussi des familles qui n'ont jamais fait leur deuil. Voilà, et ces anciens combattants, alors ils étaient très en forme, hein, on a beaucoup discuté dans l'avion, ils ont très peu dormi. Moi, je trouve ça extraordinaire de vivre ce moment avec eux. Ils ont besoin de revenir, parce qu'ils ont besoin d'honorer leur frère d'armes. Justement, j'allais vous poser une question. Donc cette mémoire, celle de la guerre d'Indochine et donc étroitement celle de Dien Bien Phu, on a l'impression parfois en fait qu'elle n'occupe pas toute la place qu'elle mérite. Et il est d'ailleurs pas rare qu'on la qualifie de guerre d'Indochine, cette guerre oubliée. Élite Saint-Marc lui parlait de guerre orpheline, quand Pierre Schoendorfer, je vais sûrement écorcher son prénom, Schoendorfer, et je m'en excuse, disait, donc je le cite, le corps expéditionnaire avait une âme que la France a toujours ignorée. Alors, selon vous, que faut-il faire pour raviver cette mémoire? Que faut-il faire pour que la guerre d'Indochine ne soit pas ce chapitre sur lequel on passe un petit peu trop vite pendant les cours d'histoire, et j'en suis moi-même témoin, ayant été étudiant il y a très peu de temps. Mais déjà, je pense que le fait de ma présence, le fait de venir avec le ministre des Armées, ça montre aussi, et ça donne un signe. Parce qu'il y aura un écho, évidemment, aussi en France, qui va nous permettre de pouvoir travailler avec la jeunesse. Aujourd'hui, on a ce signe de maturité entre les deux pays, qui fait qu'on peut en parler. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de haine, les choses ont été celles qu'elles ont été à l'époque. Et d'ailleurs, le président de la République, Emmanuel Macron, nous dit toujours, moi c'est une de mes références, il dit toujours, il faut regarder son histoire en face, aussi douloureuse soit-elle, parce que c'est celle qui permet de pouvoir grandir, maturer, pardonner. Il a eu demandé pardon, par exemple, au Harkis. Donc c'est aussi ça, la maturité, je dirais, sur l'histoire, sur ses mémoires. Et ici, c'est cette phrase qu'il prononce assez souvent, je trouve qu'elle résonne pleinement ici. Donc c'est par le fait de venir ici, de faire cette cérémonie, d'amener des anciens, et après d'aller dans les lycées, dans les collèges. Moi, je vais beaucoup voir la jeunesse, parce que cette jeunesse, elle a envie qu'on vienne vers elle. On a une jeunesse en France qui est très belle, mais on a une jeunesse qui est timide, une jeunesse qui regarde la mémoire virtuelle, mais pas la nôtre de mémoire, celle qui nous a construit, celle qui a fait la France. D'ailleurs, l'armée française, après la guerre d'Indochine, a réinventé son armée à partir de 1960 jusqu'en 1970 par les leçons qu'elle en a tirées. C'est ça aussi d'expliquer auprès de cette jeunesse qu'est-ce que c'est que cette histoire, pourquoi c'est arrivé, et pourquoi aujourd'hui, comme avec l'Allemagne, on arrive à être apaisé. Alors que ça reste encore difficile, on a des histoires qui restent encore difficiles. Mais alors justement, depuis quelques années, on a ce que d'aucuns appellent la cancel culture, qui accapare quand même pas mal les débats, et qui, pour une large part, consiste en une critique quand même souvent assez virulente du colonialisme, et même, ça s'ajoute à ça, une espèce d'injonction à la repentance. Souvent on entend ça. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, au fond, sur cette période de notre histoire, les guerres coloniales, parce que souvent d'ailleurs les gens font un amalgame Indochine, Algérie, est-ce qu'il n'y a pas, au fond, une espèce de tabou qui passe là-dessus? Moi, je vous répondrai peut-être personnellement. Oui. La France n'a pas été la seule à coloniser. Certes. La colonisation a existé. Elle a aussi servi à développer certains pays. Après, il faut considérer et admettre que quand les choix ont été faits de récupérer ou de reconstruire un pays, eh bien, il faut l'accepter. C'est ce que nous avons fait en Indochine. Les choses ont été acceptées. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons été invités aujourd'hui. C'est que c'est une histoire. Elle a existé. Et il faut qu'on continue à travailler ensemble, à
avoir des projets, parce que nos deux pays peuvent être liés. On aide beaucoup aussi le Vietnam sur l'innovation, la recherche, sur l'eau, sur l'électricité. Voilà, on sait qu'on va avoir des crises climatiques importantes. Et donc, il faut les construire aujourd'hui, ces crises climatiques. Nous, on en parle beaucoup en France. Et donc, ça se construit avec les pays qui seront les premiers touchés par ces crises. Le Vietnam doit, avec nous, travailler sur ces crises climatiques. D'accord. Alors, le bilan de cette guerre d'Indochine, il est évidemment lourd, très lourd. C'est à peu près 80 000 morts, si on compte. Alors, je compte les guerres d'Indochine. Oui. Il y a bien sûr la guerre dite d'Indochine qui commence le 19 décembre 1946, mais il y a aussi les affrontements avec les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment consécutif au coup de force du 9-15-45, chapitre là aussi très méconnu de l'histoire. Alors, tout ça, donc il y a beaucoup de morts. Alors parlons-en justement des morts. Le 11 avril dernier, si je ne m'abuse, 6 dépouilles de soldats français exhumés sur le site de Dien Bien Phu, je crois que vous étiez présent, monsieur l'ambassadeur, ont été rapatriés en France avec donc, bien sûr l'accord et même le concours, j'imagine, des autorités vietnamiennes. Hier comme aujourd'hui, sur notre sol ou ailleurs, c'est l'honneur de la France de veiller à toujours assurer une sépulture perpétuelle à celles et ceux qui sont morts pour elle. C'est votre déclaration à ce moment-là. Alors, quel est au fond le protocole en vigueur pour les rapatriements de corps? Alors, les corps sont à Aix-Marseille en ce moment, puisque oui. C'est à l'université qu'il y a l'Institut médico-légal. Oui. Donc nous allons faire en sorte de trouver l'identité, si on le peut, pour proposer aux familles de récupérer une partie des corps s'ils souhaitent les mettre dans leur caveau familial. Et sinon, il y a, je vous rappelle, le mémorial de Fréjus qui a ce grand mur de mémoire avec ces 35 000 noms de soldats qui ne sont pas revenus et qui va avoir une rénovation. Je vais l'annoncer le 8 juin, peut-être un peu décalé, parce que c'est un monument qui a besoin d'être rénové et parce que c'est pas parce qu'il y a des sépultures qu'il faut laisser le mémorial se dégrader. Je crois que c'est important toujours d'avoir des carrés militaires qui sont à la hauteur de ce qu'ont vécu nos soldats, et c'est important aussi pour les familles et puis pour tout le tourisme, puisqu'il y a des gens qui viennent dans ces hauts lieux de mémoire pour voir un petit peu ce qui s'est passé. On le voit encore une fois avec la jeunesse quand ils se rendent compte que dans les guerres, eh bien, il y avait des noms à consonance française, des noms à consonance africaine, des noms à consonance anglaise, canadienne ou américaine, et ça les interroge sur notre histoire. Bien sûr. Oui, parce que alors rappelons-le, donc pendant le corps expéditionnaire qu'on dit français, c'était l'Union française, et donc il y avait énormément de soldats effectivement qui venaient, alors vous avez cité des Marocains, des Algériens, des Sénégalais aussi, je crois beaucoup, les supplétifs vietnamiens aussi, évidemment, en très grand nombre. Alors ce mémorial de Fréjus, donc il a été conçu suite à des accords entre la France et le Vietnam du 2 août 1986, si je ne m'abuse, et il s'agissait à l'époque pour le Vietnam de faire rapatrier en France 27 000 dépouilles, c'est énorme, tant civils que militaires, donc, qui étaient là, qui dataient de l'époque de la présence française. Et donc Fréjus s'est proposé pour accueillir ce mémorial sur un site, l'ancien camp Gallieni qui avait abrité des tirailleurs anamites, je crois, pour la Première Guerre mondiale. Donc ça c'est le sens de ce mémorial, mais quels sont les accords passés pour les rapatriements de corps avec la République socialiste du Vietnam? Comment ça se passe? Eh bien, nous avons un accord à chaque fois qu'ils retrouveront un corps ou des ossements. On s'est engagé, nous, à payer les frais. Et il faut juste qu'ils nous le disent. Et après, il y a un processus, comme nous l'avons fait pour les 6 corps que nous venons de rapatrier. C'est à la charge, évidemment, de l'État français de pouvoir récupérer les corps à chaque fois comme nous le proposons. Voilà. Donc c'est... Si je peux ajouter, donc, dans le cadre de cet accord, nous avons ensuite à discuter avec le comité populaire de la province, qui a cette responsabilité, et
nous signons une forme de convention qui fixe les conditions aussi bien de l'exhumation, du rapatriement en France et également de l'information des autorités vietnamiennes sur les résultats des tests ADN. Parce que si les tests ADN montraient que finalement un corps rapatrié n'est pas français ou européen, nous avons l'engagement de le ramener pour qu'il puisse bénéficier d'une sépulture ici au Vietnam. D'accord. Je voulais parler un petit peu plus de l'événement de commémoration de ce 7 mai. Je crois qu'une cérémonie va être organisée donc à Dien Bien Phu, auprès du monument qui, donc, je le rappelle, a été érigé en 1994 à l'initiative d'un ancien sous-officier de la région étrangère, M. Rolf Rodel, et inauguré donc 5 ans plus tard en 1999. Est-ce que vous savez si les autorités vietnamiennes y seront représentées? Oui, on a... Elles sont invitées. D'accord. C'est la veille, je crois, le lundi soir. Ah non, attendez, là, parce qu'il y a plusieurs choses. Je parle de la cérémonie française, hein, c'était la... Alors, ça, c'est ce soir, je peux vous laisser, c'est l'inauguration du pont. Oui, l'illumination du pont. Le dimanche soir, donc, Madame le ministre sera à Dien Bien Phu et donc procédera avec le président du comité populaire à l'illumination du pont que nous offrons avec le soutien de différents mécènes et avec le soutien de la ville de Lyon qui a procédé à cette illumination, et également l'inauguration d'un parcours historique mémoriel trilingue qui a été préparé. Mais ce dont vous parlez, qui est une cérémonie au mémorial français, se tiendra après la cérémonie, la commémoration vietnamienne du 7 mai matin. Et donc ce sera à ce moment-là, et là je vous laisse peut-être en parler. C'est pas notre cérémonie, pour le coup, là c'est nous qui sommes invités. Et donc, alors pour la cérémonie vietnamienne, maintenant nous sommes invités, voilà, enfin, le ministre et la secrétaire d'État sont invités, et après ça, le ministre et la secrétaire d'État rendront hommage aux morts vietnamiens au cimetière vietnamien, au cimetière militaire, puis au mémorial français, et les autorités vietnamiennes ont été invitées à se joindre si elles le souhaitent. D'accord. Et puis je voulais aussi savoir, en France, est-ce qu'il y aura une commémoration peut-être au mémorial de Fréjus Oui, mais elle aura lieu, pour le coup, pas en même temps, puisque c'est... en général, c'est moi qui la célèbre. Donc, comme je suis ici, on la décalera. Alors, peut-être pas le 8 juin, parce qu'on a aussi les 80 ans des débarquements et de la libération. Et comme il y a la période du débarquement de Normandie, sur le 16, 6, 7, le 8, le 9, il y a les élections, le 10, on fait Tulle au Radeau-sur-Glane. Peut-être que pour conserver une belle cérémonie, je le décalerai peut-être sur la semaine d'après. L'année dernière, je l'avais délocalisé. Ça fait partie aussi de ma façon d'ouvrir et d'aller vers la jeunesse. On se plaint souvent en disant les commémorations, il y a de moins en moins de jeunes, il y a de moins en moins de gens. Donc j'ai pris l'initiative de délocaliser certaines cérémonies. L'année dernière, j'ai délocalisé celle de Fréjus, à Fréjus. Et ben on a eu 200 jeunes qui sont venus. Parce que quand on va vers eux, ben les lycéens, les collégiens viennent, parce que on est chez eux. Et c'est plus facile pour une ville de se déplacer plutôt que d'aller à Paris pour une célébration. Et donc à chaque fois, j'essaie de changer selon les dates, d'aller vers là pour la déportation. Eh bien, l'année dernière, j'avais été au Struthof. Et cette année, j'étais à la gare de Bobigny. Voilà. Et c'était très bien parce qu'il y avait des tas de jeunes et des primaires qui étaient des écoles de Bobigny et qui ne connaissaient pas cette histoire. Donc, ils allaient travailler cette histoire avec les enseignants, parce qu'il faut quand même remercier aussi les enseignants qui font un travail formidable aujourd'hui auprès de cette jeunesse qui est en manque de savoir, de connaissances. Et si on veut aller chercher ces forces morales dont on parle, c'est sûr que ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'elles vont les trouver. Et donc on doit reprendre les choses. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'aujourd'hui on essaie d'enregistrer des sons
parce que nos anciens, c'est facile pour eux de parler. Donc on essaie au maximum de les enregistrer. Et peut-être vous dire que le 1er mai, j'ai fait un aller-retour à Toulouse pour aller voir Geneviève de Galard, qui est donc en maison de retraite avec son époux, Jean de Holme. Et donc elle a 99 ans aujourd'hui, son mari a 101 ans. C'est un couple magnifique. Bon, elle fatigue. Je pense qu'elle est vraiment épuisée, mais c'était un moment extraordinaire. Et je garderai à jamais ce souvenir de cet ange, voilà, l'ange de Dien Bien Phu, quand on sait que cette convoyeuse, cette infirmière convoyeuse qui a sauvé par hélicoptère énormément de blessés. C'était beaucoup de courage, je trouve. C'est formidable de pouvoir témoigner après de ces personnes qu'on rencontre. Je trouve que ça nous donne du courage à nous aussi, les filles, de dire elles étaient prêtes à tout à l'époque. Extraordinaire. Voilà. Absolument extraordinaire. Alors juste, je précise pour le lecteur du Petit Journal, vous évoquiez la journée du 8 juin. C'est la journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine. Voilà. De ma part. Voilà. Alors, Madame la Ministre, je voudrais aussi évoquer, si vous le voulez bien, le sort de ce que certains en France appellent, c'est un surnom, les harkis indo-chinois. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de réfugiés, de rapatriés qui ont été rapatriés d'urgence après la guerre d'Indochine. Alors, il y a là des femmes, des veuves de militaires français, il y a là des supplétifs vietnamiens, puis il y a une foule de petits métis qui sont là. Et alors, à leur arrivée en France, en 56, 54, ils ont été parqués dans des camps, notamment à Saint-Livrade-sur-Lot, les plus célèbres d'entre eux. C'était provisoire, mais ce provisoire a duré un bon demi-siècle, plus. Alors aujourd'hui, ces gens-là, qui étaient des ayants droit à l'époque, ne sont plus de ce monde, mais leurs fils, leurs petits-fils se demandent, sinon réparation, tout le moins une forme de reconnaissance. Alors Madame la Ministre, où en sommes-nous aujourd'hui? Je dirais que pour le moment, moi je n'ai pas étudié la situation parce que j'ai été évidemment très prise sur la situation des harkis sur la loi du 23 février 2022 parce qu'il y a la commission indépendante qu'on appelle la commission Bockel qui continue tous les mois à valider des dossiers. Donc on a un travail qui est encore, je dirais, qui va être encore un peu long. On aimerait finir pour 2026 tous les dossiers. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de travail parce que on a réintégré là encore un nouveau barème sur le camp de Bias et le camp de Saint-Maurice-l'Ardoise. Et donc il faut que j'arrive à terminer, je dirais, pour pouvoir imaginer, pouvoir travailler sur le reste, mais c'est une discussion que je n'ai pas eue avec le président de la République. Parce que je sais que ces Indochinois, enfin leurs descendants, justement, vous évoquiez la loi du 23 février 2022, qui porte reconnaissance pour les harkis, j'ai envie de dire les vrais, les harkis algériens. Alors très bien, mais je crois que ces gens-là en font un petit peu l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures. Et qu'ils se demandent pourquoi ils ne sont pas conviés à telle fête finalement. Alors est-ce que c'est un souci du gouvernement de les réintégrer? Faut-il faire un amendement à cette loi du 23 février 2022? Que faut-il faire une loi à part pour les... Non, enfin, on ne fera pas un amendement dans cette loi arctique, on ne peut pas réouvrir de toute façon. Mais il faut regarder, ça demande de travailler sur toute l'histoire et sur ce qui est possible de pouvoir mettre en place. Voilà, la loi Harki, quand même, ils ont commencé en 2010. C'est une famille qui attaque l'État, donc en 2010. Et puis le Conseil d'État réagit en 2018. Et c'est de là, après, que le président de la République a dit, alors il faut demander pardon, il faut reconnaître ces douleurs. Voilà, mais ça a été au départ sur l'initiative d'une famille qui a souhaité pouvoir être indemnisée sur, je dirais, sur l'indignité. Hein. Oui. Voilà.
D'accord. D'accord. Dernière question, d'accord, alors, impossible d'évoquer Dien Bien Phu sans évoquer celui qui reste au regard de l'histoire le vainqueur de Dien Bien Phu, c'est-à-dire le général Von Vian-Giap. Alors, ce général Von Vian-Giap, alors il est mort en 2013 à 102 ans, c'était, ça peut paraître paradoxal, c'était un francophone très distingué et également un amoureux de la culture française. Alors d'ailleurs, une anecdote qui s'est passée ici en 1989, bicentenaire de la Révolution française. Votre prédécesseur, Claude Blanche-Maison, voilà, avait invité le général ici aux cérémonies du 14 juillet. Et alors, à un moment donné, il lui explique qu'il a fait venir un orchestre qui explique au général qu'ils vont jouer les deux hymnes nationaux, vietnamiens, français. Et alors, réaction du général, « Ah, la Marseillaise, j'aime bien, c'est un chant révolutionnaire, j'aimerais la chanter. » Et il s'est exécuté, paraît-il. Alors, est-ce qu'au fond, cette histoire du Vietnam et de la France au Vietnam, est-ce que c'est pas l'histoire d'une fascination réciproque? En tous les cas, ici, on ne sent pas de colère. Si je parle de ce que j'entends, c'est-à-dire de mes anciens combattants, ils sont très apaisés sur... Et ce qui est assez bizarre d'ailleurs, c'est qu'ils aiment revenir. Vous vous rendez compte, ils ont 90, 91, 92 ans, ils ont fait 12 heures d'avion, et ils ont besoin de... Donc, je pense que c'est deux peuples qui se sont affrontés, parce que dans les guerres, c'est comme ça. Mais c'est deux peuples qui s'aiment. Bien sûr. Là, c'est frappant de voir chez les anciens combattants, on a beaucoup qui ont parlé du Vietnam avec une espèce un attachement, c'est très émouvant, c'est le mal jaune qu'évoquait Jean Martegui. On a évidemment Pierre Schoendoerfer, on l'évoquait tout à l'heure, qui a consacré toute son œuvre. Élie de Saint-Marc, je le cite, certains soirs, si on m'avait proposé de rester au Vietnam jusqu'à la fin de mes jours, j'aurais répondu oui. On a le général Bijard qui voulait que ses cendres fussent dispersées au-dessus de Dien Bien Phu, Erwan Bergot, etc. Donc il y a vraiment une espèce de ferveur pour le Vietnam qui est quand même très, très frappante. On retrouve dans la littérature, le cinéma, dans les... Si je peux ajouter par rapport à ce que dit Madame la Ministre, c'est que j'ai pris mes fonctions et j'ai rencontré des autorités vietnamiennes. La plupart d'entre eux me parlent de l'histoire commune. Et ils ajoutent toujours avec ses hauts et ses bas. Donc effectivement, lorsqu'on évoque la guerre, c'est bas. Mais je pense que la plupart des Vietnamiens, et en tout cas des responsables vietnamiens, et je pense que c'est encore plus marqué dans la population du Vietnam, considèrent que c'est une phase de son histoire. Ils sont évidemment heureux et fiers d'avoir combattu pour leur indépendance, mais il n'y a pas de rancœur en France. Et vous évoquiez le général Giap, le président Ho Chi Minh aussi faisait souvent référence à son goût, son profond respect pour la culture française, une grande connaissance de la culture politique, bien sûr, de la culture politique française. Grande connaissance, le général Giap est un très grand connaisseur de la Révolution française et de l'Empire. Il a d'ailleurs bien étudié les batailles napoléoniennes et il a su en tirer un certain nombre de leçons. Donc voilà, je pense qu'on est à ce niveau-là et c'est le sens de ce que disait Madame la Ministre au début sur cette invitation qui nous est faite pour la première fois et sur la réponse française à un niveau tout à fait exceptionnel. Qui est vraiment l'illustration de cette histoire partagée commune avec ses hauts et ses bas. Mais écoutez, Monsieur l'Ambassadeur, Madame la Ministre, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions pour le petit journal. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci. C'était un plaisir autant qu'un honneur. Merci. Merci beaucoup. Merci.